La plupart regardent la nature comme un paysage. Paracels la voyait comme un livre vivant, écrit avant tous les autres. Le grand livre de la nature n'enseigne pas à dominer le monde, mais à le lire. Chaque forme, chaque mouvement, chaque souffle y porte un sens caché. Présenté ici par les rares livres, ce livre ancien nous rappelle une vérité oubliée. La nature parle sans cesse, mais l'homme moderne n'écoute plus. Cette vidéo est une invitation à retrouver le regard juste, à redevenir lecteur du visible et de l'invisible. La nature, pour Paracels, n'est pas un ensemble de choses extérieures à observer froidement, ni un simple réservoir de ressources à exploiter. Elle est la première révélation, le premier langage, la première écriture sacrée offerte à l'homme. Avant les livres, avant les dogmes, avant les systèmes, la nature parlait déjà. Elle parlait par les formes, les cycles, les correspondances invisibles entre le ciel, la terre et l'être humain. Si l'homme ne la comprend plus, ce n'est pas parce qu'elle s'est tue, mais parce que le regard humain s'est fermé. Paracels affirme que tout ce qui existe porte une signature, un sens, une intention profonde, et que rien n'est laissé au hasard. La nature ne ment pas, elle ne dissimule pas par malice, elle se révèle à celui qui sait regarder sans séparer. C'est ici que naît la distinction fondamentale entre la science morte et la connaissance vivante. La science morte découpe, analyse, isole, mesure, mais oublie l'âme de ce qu'elle étudie. Elle accumule des données sans entendre le champ qui les traverse. La connaissance vivante, au contraire, est une relation. Elle exige la présence, l'humilité, la participation intérieure. Pour Paracels, connaître la nature ne signifie pas la posséder intellectuellement, mais entrer en résonance avec elle. Celui qui observe une plante sans sentir sa vertu intérieure, celui qui regarde un ciel sans percevoir son influence, celui qui étudie un corps sans comprendre l'esprit qui l'anime, ne lit qu'une surface morte. La vraie connaissance ne s'enseigne pas comme une technique, elle se transmet par éveil. L'homme, dans cette vision, n'est jamais séparé de la nature. Il en est une expression condensée. Le même souffle circule dans la pierre, la plante, l'animal et l'être humain. Ce que l'homme cherche au dehors existe déjà en lui sous une autre forme. C'est pourquoi Paracels affirme que comprendre la nature revient à se comprendre soi-même. L'erreur fondamentale de l'homme moderne est d'avoir cru qu'il était extérieur au monde vivant, comme un spectateur face à un décor. Cette illusion a engendré la domination, la peur, la rupture intérieure. Or, on ne domine jamais impunément ce dont on est issu. En blessant la nature, l'homme s'est blessé lui-même sans le savoir. Lire la nature, selon Paracels, demande donc un retournement du regard. Il ne s'agit pas de chercher des réponses à l'extérieur, mais de laisser ce qui est observé réveiller une connaissance intérieure oubliée. Chaque élément devient alors un miroir, chaque phénomène un enseignement silencieux. Le vent, le feu, l'eau, la terre ne sont plus des objets, mais des maîtres muets. La nature ne révèle ses secrets qu'à celui qui accepte de redevenir simple, attentif, vivant. Ce livre n'invite pas à apprendre davantage, mais à désapprendre l'illusion de séparation, afin que la vérité, déjà présente, puisse à nouveau être lue. La nature n'est pas matière, mais intelligence. La nature, pour Paracels, ne peut en aucun cas être réduite à une accumulation de matières inertes mises en mouvement par des forces aveugles. Elle est intelligence vivante, principe organisateur, souffle conscient qui se manifeste sous des formes innombrables. Là où l'homme moderne voit des objets, Paracels voit des expressions. Là où l'on parle de hasard, il perçoit une cohérence profonde. La nature n'agit pas mécaniquement. Elle œuvre selon une sagesse qui dépasse l'entendement ordinaire.
mais qui peut être reconnu par celui qui s'est observé avec autre chose que l'intellect seul. Chaque pierre, chaque plante, chaque phénomène naturel participe à une intelligence globale qui ne se divise jamais réellement, même si elle se manifeste en une infinie diversité. Dire que la nature est intelligence ne signifie pas lui prêter une pensée humaine, ni des intentions morales comparables aux nôtres. Il s'agit d'une intelligence plus vaste, plus ancienne, qui précède le langage et les concepts. C'est une intelligence de forme, de rythme, de relation. Elle sait comment faire croître une graine vers la lumière, comment équilibrer les forces dans un organisme, comment transformer la mort en vie nouvelle. Rien n'est laissé au chaos pur. Même ce que l'homme appelle désordre obéit à une logique qui lui échappe encore. Pour Paracels, cette intelligence n'est pas extérieure à l'homme. Elle circule en lui de la même manière qu'elle circule dans les astres et les éléments. Chaque chose, dans cette vision, possède une intention, non pas au sens d'un but réfléchi, mais au sens d'une orientation naturelle. La plante tend vers sa forme accomplie, l'eau cherche son niveau, le feu s'élève, la terre se stabilise. Ces mouvements ne sont pas aléatoires, ils expriment une loi intérieure propre à chaque être. Paracels parle de signatures, ces marques invisibles par lesquelles la nature indique la fonction, la vertu et le sens de chaque chose. Rien n'existe sans raison profonde. Même ce qui semble inutile ou nuisible à l'homme a sa place dans l'équilibre global. La nature ne produit pas d'erreurs. Ce sont les interprétations humaines qui deviennent erronées lorsqu'elles oublient le tout. L'erreur moderne, selon cette perspective, est d'avoir fragmenté le réel. En voulant tout expliquer par des mécanismes isolés, l'homme a perdu la vision vivante de l'ensemble. Il a disséqué le corps sans écouter la vie qui l'animait, analysé les éléments sans percevoir leurs relations, mesurer les phénomènes sans ressentir leur portée symbolique. Cette approche a produit une immense accumulation de connaissances techniques, mais elle a appauvri la compréhension profonde. Lorsque la nature est réduite à un assemblage de pièces détachées, elle cesse d'être un maître pour devenir un objet. Et lorsque l'homme se considère lui-même comme une machine biologique, il se coupe de son propre principe vital. Paracels ne rejette pas l'observation ni l'expérience, mais il les inscrit dans une vision plus large. Observer la nature ne consiste pas seulement à noter ce qui est visible, mais à reconnaître ce qui agit en silence. La feuille qui tombe, la maladie qui apparaît, le changement de saison, tout cela parle un langage subtil. La nature enseigne sans mots, mais elle enseigne sans cesse. Celui qui veut comprendre doit apprendre à écouter avec patience, sans imposer ses catégories mentales. La véritable connaissance naît lorsque l'homme cesse de vouloir dominer ce qu'il étudie et accepte d'entrer en dialogue avec l'intelligence qui se manifeste. Voir la nature comme sagesse en action transforme radicalement la place de l'homme. Il n'est plus un conquérant face à un monde muet, mais un participant conscient d'un ordre vivant. Cette prise de conscience réintroduit l'humilité, non comme soumission, mais comme justesse. L'homme n'est ni au-dessus ni en dehors de la nature. Il en est une expression capable de se reconnaître elle-même. Lorsqu'il agit en accord avec cette intelligence, ses œuvres deviennent créatrices plutôt que destructrices. Lorsqu'il s'en détourne, il crée du déséquilibre, d'abord en lui, puis autour de lui. La nature, dans la pensée de Paracels, est également une médecine. Elle cherche constamment à rétablir l'harmonie. La guérison n'est pas une lutte contre un ennemi, mais un retour à l'ordre naturel. La maladie apparaît lorsque l'intelligence vivante est entravée, lorsque l'homme s'est éloigné de son propre centre. Comprendre la nature comme intelligence permet alors de lire les symptômes non comme des pannes, mais comme des messages. Le corps parle le langage de la nature, et celui qui sait l'entendre peut accompagner le processus de restauration plutôt que de le contrarier. Cette vision exige un changement intérieur profond. Tant que l'homme regarde la nature avec un esprit fermé,
elle reste silencieuse. Mais dès que le regard devient attentif, respectueux, ouvert, le monde se met à parler. Non pas par des révélations spectaculaires, mais par une compréhension progressive, stable, enracinée. La sagesse de la nature n'est pas un savoir que l'on possède, c'est une relation que l'on entretient. Elle se dévoile à mesure que l'homme cesse de la réduire à de la matière et accepte de la reconnaître comme une intelligence à l'œuvre. Ainsi, pour Paracels, retrouver la connaissance véritable passe par un réapprentissage du regard. Il ne s'agit pas de rejeter la raison, mais de la replacer à sa juste place. La raison observe, compare, organise, mais elle doit rester au service de la compréhension vivante. Lorsque l'homme réunit l'intellect, l'intuition et l'expérience directe, la nature cesse d'être un mystère hostile ou un simple décor. Elle redevient ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, une sagesse en action, une intelligence visible, un livre ouvert pour celui qui sait lire sans séparer. L'homme, microcosme du grand tout. Pour Paracels, l'homme n'est pas un être isolé jeté dans un univers étranger. Il est un résumé vivant du grand tout, une condensation consciente de ce que la nature déploie à grande échelle. Ce principe du microcosme et du macrocosme traverse toute sa pensée. Ce qui existe dans l'univers existe aussi en l'homme, selon une correspondance subtile et vivante. Loin d'être une simple analogie poétique, cette idée constitue le fondement même de la connaissance véritable. Comprendre l'homme, c'est comprendre le monde. Comprendre le monde, c'est se reconnaître soi-même. Lorsque cette unité est oubliée, la connaissance se fragmente et la vie perd sa cohérence intérieure. L'homme porte en lui les éléments, les forces et les lois qui structurent la nature entière. La terre se manifeste dans son corps, dans sa densité, sa structure, sa stabilité. L'eau circule en lui sous forme de fluide, de mouvement, de capacité d'adaptation. Le feu brûle dans sa chaleur vitale, son métabolisme, son élan. L'air se retrouve dans sa respiration, dans le souffle qui relie l'intérieur à l'extérieur. Mais ces éléments ne sont pas seulement physiques, ils existent aussi sur les plans psychiques et spirituels. Chaque émotion, chaque pensée, chaque impulsion reflète une dynamique cosmique plus vaste. L'homme n'est pas séparé des forces de l'univers. Il en est le point de rencontre conscient. Cette vision transforme radicalement la notion d'identité humaine. L'homme n'est plus défini uniquement par son histoire personnelle, son corps ou son statut social. Il est un lieu de passage où se croisent des influences multiples, visibles et invisibles. Son âme n'est pas enfermée en lui. Elle est en résonance constante avec le monde. Ce que l'homme appelle intérieur et extérieur ne sont que deux aspects d'un même mouvement. Lorsque cette circulation est fluide, l'être est en équilibre. Lorsque cette circulation est rompue, le désordre apparaît, d'abord intérieurement, puis extérieurement. Les correspondances entre le corps, l'âme et le monde constituent un langage fondamental chez Paracels. Chaque organe, chaque fonction corporelle possède un lien avec des forces naturelles spécifiques. Le cœur n'est pas seulement une pompe biologique, il est un centre de relation, de cohérence, de rythme. Le foie n'est pas seulement un organe de filtration, il est lié au processus de transformation et d'épuration. Le cerveau n'est pas uniquement un centre nerveux, il reflète la capacité de clarté, d'organisation et de perception. Comprendre ces correspondances ne signifie pas les réduire à des schémas rigides, mais apprendre à lire le corps comme une expression vivante de la nature. De la même manière, l'âme humaine est façonnée par des lois universelles. Les émotions ne surgissent pas au hasard, elles obéissent à des mouvements naturels. La peur contracte, la colère brûle, la joie dilate, la tristesse alourdit. Ces états intérieurs sont comparables aux phénomènes naturels, tempêtes, incendies, flux et reflux.
Lorsqu'un homme refuse de reconnaître ses mouvements, il les subit. Lorsqu'il apprend à les observer, il commence à comprendre leur rôle et leur message. L'âme devient alors un terrain de connaissance plutôt qu'un champ de conflit. Paracels insiste sur un point essentiel. Se connaître soi-même n'est pas un exercice narcissique, mais un acte cosmique. Celui qui se connaît réellement ne se replie pas sur son individualité. Il découvre sa place dans l'ordre du monde. La connaissance de soi authentique ne consiste pas à accumuler des descriptions psychologiques, mais à percevoir les forces qui agissent en soi. En observant ses pensées, ses désirs, ses résistances, l'homme apprend à reconnaître les mêmes lois à l'œuvre dans la nature. Il comprend alors que le chaos extérieur reflète souvent un déséquilibre intérieur et que l'harmonie ne peut être imposée de l'extérieur sans être d'abord vécue intérieurement. La rupture intérieure constitue pour Paracels la cause profonde du désordre extérieur. Lorsque l'homme se coupe de sa propre nature, il se coupe de la nature tout entière. Cette séparation ne se produit pas soudainement, elle s'installe progressivement, à mesure que l'homme se définit uniquement par son intellect, ses ambitions ou ses peurs. Il oublie son lien vivant avec le monde et se perçoit comme un observateur extérieur, voire un maître. À partir de là, ses actions deviennent désaccordées. Il agit contre les rythmes naturels, contre son propre équilibre, et crée des tensions qui se manifestent sous forme de maladies, de conflits et de destruction. Cette rupture intérieure se manifeste d'abord par une perte de sens. L'homme ne sait plus pourquoi il agit, ni dans quelle direction. Il multiplie les activités, les objectifs, les distractions, mais demeure intérieurement vide. Ce vide n'est pas une fatalité, il est le signal d'une déconnexion. Lorsque l'homme n'écoute plus la sagesse qui l'habite, il cherche à l'extérieur ce qu'il a perdu à l'intérieur. Mais aucune accumulation extérieure ne peut compenser une rupture intérieure. La nature, dans sa cohérence, renvoie alors à l'homme le reflet de son propre déséquilibre. Comprendre l'homme comme microcosme implique une responsabilité profonde. Chaque pensée, chaque parole, chaque action a une résonance qui dépasse l'individu. L'homme influence le monde non seulement par ses gestes visibles, mais par son état intérieur. Un esprit troublé contribue au trouble général. Un esprit en paix introduit une force d'équilibre. Cette idée n'a rien de mystique au sens vague. Elle découle directement du principe d'unité. Lorsque tout est lié, rien n'est neutre. La qualité de la conscience humaine devient un facteur déterminant dans l'ordre du monde. Paracels ne prône pas une perfection morale, mais une justesse intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer toute contradiction, mais de les reconnaître sans se mentir. L'homme microcosme est traversé par des forces opposées, comme l'univers lui-même. La lumière et l'ombre, la construction et la dissolution, la naissance et la mort coexistent en lui. Le désordre apparaît lorsque l'homme refuse une partie de lui-même ou tente de se définir uniquement par un aspect. L'harmonie naît lorsque les forces trouvent leur juste place, sans domination excessive ni refoulement. La guérison, dans cette perspective, devient un acte de réintégration. Guérir ne signifie pas seulement supprimer un symptôme, mais restaurer la communication entre l'homme et le grand tout. Lorsque l'homme retrouve sa place de microcosme conscient, son corps, son âme et son esprit commencent à se réaccorder. Les forces naturelles reprennent leur circulation. La vie cesse d'être une lutte permanente pour devenir un processus intelligent, parfois exigeant, mais porteur de sens. Cette vision demande une transformation du regard sur soi-même. Tant que l'homme se considère comme une entité séparée, il vit dans la peur et le contrôle. Il cherche à dominer ce qu'il ne comprend pas. Mais lorsqu'il se reconnaît comme une expression du grand tout, une autre attitude émerge. L'écoute, le respect, la coopération. L'homme cesse de vouloir forcer la vie et apprend à agir en accord avec elle. Cette posture n'est pas passive, elle est profondément active.
mais d'une activité juste, enracinée, durable. Ainsi, chez Paracels, l'homme microcosme n'est ni un idéal abstrait, ni une simple théorie. C'est une invitation à une connaissance vécue. Chaque instant devient une occasion d'observer la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Chaque déséquilibre devient un enseignement. Chaque retour à l'unité devient une guérison silencieuse. Lorsque l'homme se reconnaît comme résumé vivant de l'univers, il cesse de chercher sa place. Il l'habite. Et dans cette habitation consciente, le monde retrouve progressivement son ordre, non par contrainte, mais par résonance. Les signatures cachées. Pour Paracels, la nature ne parle pas en concepts abstraits, mais en signes visibles. Elle inscrit son intelligence directement dans les formes, les couleurs, les textures et les mouvements de tout ce qui vit. Cette compréhension porte le nom de doctrine des signatures. Elle ne relève ni de la superstition ni de la poésie symbolique, mais d'une lecture précise du vivant comme langage. Chaque chose porte en elle l'empreinte de sa fonction, de son rôle et de son lien avec l'ensemble. Rien n'existe sans signification, et rien n'est laissé au hasard dans l'ordre naturel. La doctrine des signatures repose sur une idée simple et radicale. La nature ne cache pas ses lois, elle les montre. Mais l'homme a perdu l'art de voir. Là où l'esprit moderne cherche des explications extérieures, Paracels s'invite à une observation intérieurement silencieuse. Il ne s'agit pas d'analyser la nature comme un objet mort, mais de la lire comme un texte vivant. Chaque plante, chaque pierre, chaque organe du corps humain est un mot inscrit dans une écriture universelle. Comprendre cette écriture demande non pas plus d'informations, mais une qualité de présence. La nature marque chaque chose de son sens de manière subtile mais cohérente. Une plante qui ressemble à un organe humain n'est pas une coïncidence décorative. Elle indique une correspondance. Une racine profondément ancrée parle de stabilité et de lien à la terre. Une feuille large et ouverte exprime l'expansion, la respiration, l'accueil. Une couleur sombre suggère une action intérieure, profonde, concentrée. Une couleur claire évoque la diffusion, l'élévation, la légèreté. Ces marques ne sont pas arbitraires. Elles résultent de la même intelligence qui organise le cosmos. Lire les signatures exige un regard débarrassé de l'impatience intellectuelle. Paracels insiste sur le fait que la connaissance ne s'arrache pas, elle se révèle. Celui qui observe avec un esprit pressé ne voit que des formes mortes. Celui qui observe avec une attention calme commence à percevoir des relations. La forme devient message, la texture devient indication, le mouvement devient enseignement. Une plante qui pousse dans un sol rude et pauvre exprime une force d'adaptation particulière. Une autre qui ne prospère que dans des milieux humides parle de fluidité, de réceptivité, de transformation lente. Les signatures ne concernent pas seulement le monde végétal. Elles traversent tout le vivant, y compris l'homme. Le corps humain lui-même est couvert de signes. La forme des mains, la structure du visage, la posture naturelle, la manière de marcher ou de respirer sont autant d'expressions visibles d'états intérieurs. Pour Paracels, le corps ne ment jamais. Il montre ce que l'esprit tente parfois de dissimuler. Une tension chronique indique un conflit non résolu. Une faiblesse persistante révèle une rupture de circulation, non seulement physique, mais aussi vitale ou psychique. Cette lecture du corps comme signature vivante transforme profondément la manière de comprendre la maladie. La maladie n'est plus un ennemi extérieur à combattre, mais un message à déchiffrer. Elle est une écriture altérée de la nature dans l'homme. Lorsqu'une fonction se dérègle, ce n'est pas uniquement une défaillance mécanique, mais une perte de correspondance avec l'ordre naturel. Guérir consiste alors à restaurer le sens, à réaligner l'homme avec les lois qui le traversent. Le symptôme devient un signe.
non une faute. Lire les couleurs fait aussi partie de cette science du visible. Les teintes ne sont pas de simples variations esthétiques. Elles traduisent des états énergétiques précis. Le rouge évoque la vitalité, la chaleur, l'intensité, parfois l'excès. Le vert parle d'équilibre, de régénération, de croissance harmonieuse. Le bleu renvoie au calme, à la profondeur, à l'intériorité. Le noir n'est pas négatif en soi. Il signale la gestation, le retrait, la concentration avant une transformation. Le blanc exprime la clarté, l'unité, la simplification. La nature utilise ces couleurs comme un alphabet subtil. Les mouvements sont eux aussi porteurs de signatures. Une croissance rapide et désordonnée n'a pas la même signification qu'un développement lent et stable. Une plante qui s'enroule parle d'intériorité, de protection, parfois de retenue. Une autre qui s'élève droite vers le ciel exprime une force d'aspiration, de verticalité. Dans le règne animal, la démarche, la posture, le regard sont autant de manifestations de l'essence intérieure de l'être. Rien n'est neutre. Tout exprime quelque chose de plus profond que ce qui est immédiatement visible. Pourquoi, selon Paracelse, rien n'est hasard dans le vivant? Parce que le hasard n'explique rien. Il est un mot inventé pour masquer l'ignorance. La nature agit selon des lois, même lorsque l'homme ne les comprend pas encore. Ce qui semble aléatoire n'est souvent que le résultat de causes trop nombreuses ou trop subtiles pour être perçues immédiatement. La doctrine des signatures affirme que chaque chose a une raison d'être, une place précise et une fonction déterminée dans l'ensemble. Cette fonction se manifeste toujours, d'une manière ou d'une autre, dans l'apparence. L'erreur moderne consiste à séparer la forme de la fonction. On observe la forme comme un accident et la fonction comme un mécanisme abstrait. Paracelse, au contraire, voit la forme comme la manifestation visible de la fonction intérieure. Rien n'est ajouté inutilement, rien n'est décoratif. La nature est sobre, précise, intentionnelle. Ce qui existe parce que cela répond à une nécessité. Cette nécessité n'est pas toujours utilitaire au sens humain. Elle est souvent relationnelle, équilibrante, symbolique au sens profond du terme. Comprendre les signatures cachées demande une transformation de l'observateur. Tant que l'homme regarde la nature avec un esprit dominateur, il ne voit que des ressources à exploiter. Tant qu'il la regarde avec un esprit distrait, il ne voit que des paysages. Mais lorsqu'il la regarde avec un esprit attentif et humble, elle commence à parler. Cette parole n'est pas sonore. Elle est intuitive, directe, évidente. Elle ne s'impose pas. Elle se laisse reconnaître. Paracelse souligne que cette connaissance ne peut être transmise entièrement par des livres. Les écrits peuvent orienter, mais la lecture véritable se fait dans l'expérience directe. Marcher dans la nature, observer longuement une plante, sentir une pierre, contempler un paysage sans vouloir l'expliquer sont des actes de connaissance. La doctrine des signatures n'est pas une accumulation de correspondances figées, mais un art vivant de la relation. Elle demande une présence renouvelée à chaque rencontre. Lorsque l'homme retrouve cette capacité de lecture, sa relation au monde change profondément. Il cesse de se sentir étranger dans l'univers. Il reconnaît partout des signes qui lui parlent de lui-même. La nature devient un miroir silencieux. Elle montre à l'homme ce qu'il est, ce qu'il a oublié, ce qu'il peut redevenir. Cette reconnaissance n'est pas intellectuelle, elle est existentielle. Elle ramène l'homme à une simplicité perdue, où voir et comprendre ne sont plus séparés. Les signatures cachées ne sont pas réservées aux sages ou aux initiés. Elles sont accessibles à quiconque accepte de ralentir et d'observer sans préjugés. Mais elles ne se livrent pas à l'esprit impatient. Elles demandent une qualité de regard qui ne cherche pas à posséder la connaissance, mais à se laisser transformer par elle. Plus l'homme force, moins il voit.
plus il se rend disponible, plus la nature se révèle. Ainsi, la doctrine des signatures n'est pas une méthode parmi d'autres, mais une invitation à une autre manière d'habiter le monde. Elle rappelle que la connaissance véritable ne sépare jamais l'observateur de l'observé. En lisant les signes de la nature, l'homme apprend à se lire lui-même. En comprenant les formes du vivant, il comprend les formes de sa propre conscience. Rien n'est hasard, parce que tout est relation. Et dans cette trame infinie de relations, chaque chose parle à qui sait écouter. La maladie comme message de la nature. Pour Paracelse, la maladie n'est jamais une erreur absurde ni une fatalité aveugle. Elle est un message précis, adressé à l'homme par la nature elle-même. Là où la pensée moderne voit un dysfonctionnement à éliminer, Paracelse voit une parole à écouter. La maladie n'apparaît pas par accident. Elle surgit lorsque l'ordre naturel qui relie l'homme au monde et l'homme à lui-même a été rompu. Le corps devient alors le lieu d'expression de cette rupture, non pour punir, mais pour avertir. La grande confusion de l'homme vient de sa tendance à considérer la maladie comme un ennemi extérieur. Il combat son propre corps comme s'il s'était retourné contre lui. Cette attitude crée une guerre intérieure permanente, aggravant souvent ce qui devait simplement être compris. Pour Paracelse, le corps n'est jamais traître. Il est fidèle à la loi de la nature. Lorsqu'il souffre, lorsqu'il se dérègle, il obéit à une nécessité profonde. Il manifeste ce que l'esprit n'a pas voulu voir, ce que la conscience a ignoré trop longtemps. La maladie est un langage. Mais ce langage n'est pas fait de mots. Il s'exprime par des douleurs, des fatigues, des inflammations, des blocages, des excès ou des manques. Chaque symptôme est une phrase. Chaque organe touché correspond à une fonction précise, non seulement biologique, mais aussi symbolique et vitale. Rien n'est arbitraire. Le lieu de la souffrance indique toujours la nature du déséquilibre. Comprendre cela change radicalement la relation à la guérison. Quand l'harmonie est rompue, le corps parle parce que l'homme ne s'écoute plus. Il parle lorsque l'esprit est trop agité, lorsque les émotions sont refoulées ou lorsqu'un mode de vie contredit profondément la nature intérieure de l'être. La rupture ne se produit jamais brusquement. Elle est lente, progressive, souvent silencieuse. La maladie visible n'est que l'aboutissement d'un désaccord ancien entre l'homme et la loi naturelle qui le structure. Le corps devient alors le dernier messager encore audible. Paracelse affirme que la santé n'est pas simplement l'absence de symptômes, mais l'expression d'un ordre intérieur juste. Cet ordre ne se réduit pas à un équilibre chimique ou mécanique. Il inclut la circulation de l'énergie vitale, la clarté de l'esprit, la cohérence entre pensée, parole et action. Lorsque l'homme vit contre sa propre nature, lorsqu'il agit par peur, par avidité ou par imitation aveugle, il crée une tension invisible. Cette tension finit toujours par se condenser dans le corps. Guérir dans cette perspective ne signifie pas faire disparaître un symptôme à tout prix. Guérir, c'est rétablir l'ordre naturel. C'est permettre à ce qui était bloqué de circuler à nouveau. C'est réintégrer ce qui avait été rejeté ou nié. La guérison véritable est un processus de réconciliation. Elle ne se produit pas uniquement dans la chair, mais dans la manière d'habiter sa vie. Un corps ne peut retrouver l'harmonie si l'homme persiste à vivre en désaccord avec lui-même. Paracelse critique sévèrement les pratiques médicales qui se contentent de supprimer les manifestations sans en comprendre le sens. Effacer un symptôme sans restaurer l'ordre qu'il a engendré revient à faire taire un messager sans résoudre le conflit qu'il annonce. Le message réapparaîtra ailleurs, souvent sous une forme plus grave. La nature ne renonce pas à parler. Elle intensifie simplement son langage lorsque l'homme refuse de l'écouter. Dans cette vision, le médecin n'est pas un dominateur de la nature, mais un interprète. Son rôle
n'est pas d'imposer sa volonté au corps, mais de comprendre ce que la nature tente de rétablir à travers la maladie. Le véritable médecin observe, écoute, relie. Il ne se place pas au-dessus du processus naturel, mais à son service. Il accompagne la guérison au lieu de la forcer. Il aide l'ordre à se réinstaller au lieu de le remplacer par une contrainte artificielle. Paracels insiste sur le fait que la nature est la seule véritable guérisseuse. Le médecin ne guérit pas, il crée les conditions favorables pour que la nature agisse. Cette humilité est fondamentale. Celui qui croit maîtriser la vie se coupe de sa sagesse. Celui qui reconnaît la loi naturelle peut agir avec justesse. Le médecin devient alors un médiateur entre l'homme et les forces qui le traversent. Il ne lutte pas contre la maladie. Il travaille avec elle. Chaque maladie possède une logique propre. Certaines expriment un excès, d'autres un manque. Certaines sont liées à une stagnation, d'autres à une dispersion. Certaines signalent un refus, d'autres une incapacité à lâcher prise. Le corps choisit toujours le moyen le plus cohérent pour exprimer le déséquilibre intérieur. Cette cohérence échappe souvent à l'intellect pressé, mais elle devient évidente pour celui qui observe sans préjugés. Paracels rappelle que l'homme est un microcosme. Tout ce qui existe dans la nature existe aussi en lui. Lorsque les éléments intérieurs, terre, eau, air et feu, perdent leur harmonie, la maladie apparaît. Trop de feu brûle, trop d'eau noie, trop d'air disperse, trop de terre alourdit. La guérison consiste à rétablir la juste proportion. Cette proportion n'est pas identique pour tous. Elle dépend de la nature profonde de chaque être. La maladie peut ainsi devenir un maître sévère mais fidèle. Elle oblige l'homme à s'arrêter, à réévaluer sa manière de vivre, à questionner ses choix. Elle brise parfois des illusions auxquelles l'homme s'accrochait. Elle révèle des déséquilibres anciens que la réussite extérieure masquait. En ce sens, elle n'est pas une malédiction, mais une opportunité de réajustement. Elle force un retour à l'essentiel. Cependant, Paracels se met en garde contre une interprétation naïve ou culpabilisante de la maladie. Il ne s'agit pas d'accuser l'homme ou de lui faire porter un poids moral. La nature ne juge pas, elle équilibre. La maladie n'est ni une faute, ni une punition. Elle est un processus naturel de correction. La comprendre demande de la lucidité, non de la culpabilité. La guérison authentique se nourrit de clarté, jamais de honte. Le temps joue un rôle essentiel dans ce processus. La nature agit lentement, avec précision. Vouloir guérir trop vite revient souvent à perturber davantage l'ordre intérieur. Paracels valorise la patience, l'observation, l'ajustement progressif. La guérison durable ne se produit pas dans la précipitation. Elle s'installe lorsque l'homme accepte de suivre le rythme naturel plutôt que de l'imposer. Dans cette approche, le remède n'est jamais séparé de la compréhension. Une substance, une plante, un geste thérapeutique n'agit pleinement que lorsque l'homme est intérieurement aligné avec le processus de guérison. Sans cette participation consciente, le remède reste partiel. Paracels considère que l'intention, la confiance et la cohérence intérieure renforcent l'action de toute médecine. Le corps écoute l'esprit autant que la substance. Ainsi, la maladie devient un seuil. Elle marque un moment de vérité où l'homme ne peut plus fuir son désaccord intérieur. Elle le confronte à ses limites, mais aussi à sa capacité de transformation. Celui qui refuse d'écouter endure. Celui qui écoute commence à se réordonner. La guérison n'est alors plus seulement un retour à l'état antérieur, mais une évolution vers une forme plus juste d'équilibre. Paracels nous rappelle enfin que comprendre la maladie comme message de la nature change profondément notre regard sur la vie elle-même. La vie n'est plus un combat contre des forces hostiles, mais un dialogue permanent avec une intelligence plus vaste. Le corps devient un allié,
non un champ de bataille. La nature cesse d'être une ennemie à dominer et redevient une sagesse à laquelle se relier. Lorsque l'homme accepte cette vision, il ne cherche plus à vaincre la maladie, mais à entendre ce qu'elle révèle. Et dans cette écoute sincère, quelque chose commence déjà à guérir. L'alchimie vivante. L'alchimie vivante, telle que Paracelse l'entend et la transmet à travers le grand livre de la nature, n'a jamais été une affaire de métaux, de fourneaux ou de secrets techniques jalousement gardés. Elle est d'abord et avant tout une science de l'être, une voie de transformation intérieure où l'homme devient lui-même le lieu de l'œuvre. Là où l'alchimie vulgaire cherche à changer le plomb en or, l'alchimie vivante cherche à transmuter l'homme obscur en homme éclairé, l'être fragmenté en être unifié. Le métal n'a jamais été qu'un miroir, un symbole grossier pour désigner un processus infiniment plus subtil. La maturation de la conscience au contact des lois profondes de la nature. Paracelse insiste sur un point que l'esprit moderne peine à saisir. La nature n'est pas extérieure à l'homme. Elle agit en lui selon les mêmes principes qu'elle déploie dans les montagnes, les plantes, les astres et les saisons. L'alchimie n'est donc pas une technique que l'on applique de l'extérieur, mais un processus que l'on laisse se produire lorsque l'homme s'accorde au rythme naturel. C'est en ce sens qu'elle est dite vivante. Elle respire, elle croit, elle demande du temps, du silence et une attention juste. Toute tentative de la forcer la détruit, toute volonté de la posséder la fige. L'alchimie ne se conquiert pas, elle se permet. Le feu intérieur occupe une place centrale dans cette vision. Mais ce feu n'est ni la passion dévorante, ni l'agitation mentale, ni l'excitation émotionnelle que l'homme confond trop souvent avec l'intensité. Le feu alchimique est une chaleur stable, profonde, constante, qui purifie sans brûler. Il est comparable à la chaleur du soleil au printemps, capable de faire fondre la glace sans violence et de réveiller la vie enfouie dans la terre. Paracelse enseigne que ce feu est déjà présent en chaque être humain, mais qu'il est souvent étouffé par la dispersion, le bruit intérieur et la domination du mental calculateur. Purifier, dans l'alchimie vivante, ne signifie pas rejeter ou condamner. Il ne s'agit pas de combattre les parts sombres de l'être, mais de les exposer à la lumière juste. Ce qui est vu clairement se transforme de lui-même. Ce qui est nié se durcit. Ce qui est refoulé devient toxique. Le feu intérieur agit précisément à cet endroit. Il rend visible ce qui était confus. Il réchauffe ce qui était figé. Il fluidifie ce qui était bloqué. La purification est donc un processus de clarification, non une guerre intérieure. Paracelse observe la nature pour comprendre ce principe. La pluie ne lutte pas contre la poussière, elle la dissout. Le soleil ne combat pas l'obscurité, il la dissipe. De la même manière, l'alchimie vivante agit par présence et non par opposition. L'homme qui entre dans ce processus cesse progressivement de se juger, de se violenter et de se forcer à devenir autre. Il apprend à créer les conditions justes pour que la transformation se fasse selon sa propre intelligence intérieure. C'est pourquoi la lenteur est une loi fondamentale de l'alchimie. Tout ce qui est précipité est artificiel. Tout ce qui est naturel suit un rythme précis. Paracelse avertit que l'impatience est l'un des plus grands poisons de l'œuvre. Celui qui veut des résultats rapides ne fait que déplacer ses illusions. La nature alchimique agit lentement et sûrement, car elle transforme les racines et non les apparences. Elle ne modifie pas la surface de l'être, mais sa structure profonde. Ce travail demande du temps parce qu'il touche à ce qui est le plus ancien, le plus enraciné, le plus stable en l'homme. Dans ce processus, l'homme devient progressivement conscient de ses propres cycles intérieurs. Il découvre qu'il existe des saisons de silence, des phases de confusion, des moments de clarté et des périodes de retrait. L'alchimie vivante n'exige pas que l'on soit constamment lumineux, concentré ou inspiré.
Elle demande au contraire de respecter ces variations sans s'y identifier. Le plomb intérieur n'est pas une faute. Il est une matière première. Ce qui importe n'est pas d'éviter l'obscurité, mais de savoir y demeurer sans s'y perdre. Paracelse rejette l'idée d'une alchimie purement intellectuelle. Comprendre les principes ne suffit pas, les réciter ne sert à rien. L'alchimie ne se pense pas, elle se vit. Elle s'inscrit dans le corps, dans la respiration, dans la manière d'habiter le monde. Chaque geste quotidien devient une occasion de transformation lorsque l'homme agit en conscience. Manger, marcher, parler, se taire, travailler, se reposer. Tout peut devenir alchimique si cela est fait dans l'alignement et la justesse. C'est ici que l'idée de devenir soi-même laboratoire prend tout son sens. Le véritable athanor n'est pas un four de pierre, mais le corps vivant. Les véritables substances ne sont pas le soufre, le mercure et le sel matériel, mais leurs correspondances intérieures, la volonté, la pensée et la structure. Lorsque ces trois principes sont déséquilibrés, l'homme est fragmenté. Lorsqu'ils sont harmonisés, l'œuvre commence réellement. Le corps, dans cette perspective, n'est pas un obstacle à la spiritualité, mais son terrain d'incarnation. Paracelse critique sévèrement ceux qui méprisent le corps au nom d'une élévation illusoire. Ce qui n'est pas intégré dans la matière ne devient jamais réel. L'alchimie vivante descend dans la chair, dans le souffle, dans le rythme cardiaque. Elle transforme la manière même dont l'homme se tient dans le monde. L'être devient plus simple, plus stable, plus présent, non parce qu'il le cherche, mais parce que l'ordre intérieur se rétablit. Le feu intérieur, lorsqu'il est juste, n'épuise pas. Il nourrit. Il donne une énergie calme, durable, sans exaltation excessive. Paracelse distingue clairement cette énergie de la nervosité moderne, faite de tensions, de projections et de désirs inassouvis. L'alchimie vivante apaise l'homme en profondeur tout en le rendant plus lucide. Elle ne le coupe pas du monde, elle l'y rend plus présent. L'homme transformé ne fuit pas la vie, il la traverse avec une stabilité nouvelle. Un autre aspect fondamental de cette alchimie est l'humilité. Non pas l'humiliation, mais la reconnaissance de l'intelligence supérieure de la nature. Celui qui croit maîtriser l'œuvre la perd aussitôt. Celui qui se met à l'écoute apprend. Paracelse se rappelle que l'homme n'invente rien. Il découvre ce qui est déjà à l'œuvre. L'alchimiste véritable est un serviteur de la nature, non son dominateur. Il observe, il ajuste, il respecte. Cette humilité protège l'homme des dérives spirituelles. Beaucoup commencent l'alchimie avec l'espoir secret de devenir exceptionnel, supérieur ou puissant. L'alchimie vivante dissout ces illusions. Elle rend l'homme plus ordinaire au sens noble, plus vrai, plus simple, plus enraciné. La véritable transmutation ne produit pas des êtres flamboyants, mais des êtres justes. Leur présence est discrète, mais structurante. Ils n'attirent pas par le spectacle, mais par la cohérence. Paracelse insiste également sur le fait que l'alchimie vivante ne sépare jamais le savoir de l'éthique. Une transformation intérieure qui ne rend pas l'homme plus responsable, plus conscient de ses actes et de leurs conséquences, est une illusion. L'œuvre véritable affine la conscience morale sans rigidité ni dogme. L'homme transformé ressent naturellement ce qui est juste ou non, car il est accordé aux lois de la nature, qui sont aussi des lois d'équilibre. La lenteur du processus protège aussi l'alchimiste de l'orgueil. Rien ne se produit du jour au lendemain. Les transformations sont souvent imperceptibles sur le moment. C'est seulement avec le recul que l'on réalise que quelque chose s'est déplacé profondément. Les réactions ont changé, la parole s'est adoucie, la peur a perdu de son emprise, le regard s'est stabilisé. L'or alchimique ne brille pas extérieurement, il se reconnaît à la paix intérieure.
Devenir laboratoire de transformation signifie aussi accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. L'alchimie vivante n'offre pas de cartes détaillées. Elle propose des principes, des lois, des indications, mais elle laisse à chaque être le soin de faire l'expérience directe. Paracelse savait que la connaissance véritable ne peut être transmise entièrement par des mots. Elle se révèle à celui qui pratique avec patience et sincérité. Ainsi, l'alchimie vivante n'est ni un savoir ancien figé dans les livres, ni une technique ésotérique réservée à une élite. Elle est une possibilité toujours actuelle, offerte à tout homme qui accepte de ralentir, d'écouter et de se transformer de l'intérieur. Elle ne promet pas le succès, la reconnaissance ou le pouvoir. Elle promet quelque chose de plus rare, l'accord profond avec soi-même et avec la nature. Dans cette voie, l'homme cesse de vouloir devenir autre. Il devient ce qu'il est réellement, débarrassé des couches artificielles accumulées au fil du temps. Le plomb n'est pas détruit, il est transmuté. Les blessures ne sont pas effacées, elles deviennent source de compréhension. Les limites ne sont pas niées, elles deviennent structures. L'alchimie vivante révèle que rien n'était à rejeter, seulement à transformer. C'est pourquoi Paracelse parle d'une science sacrée, non parce qu'elle serait religieuse, mais parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus essentiel. Elle relie l'homme à la grande intelligence de la nature et lui rappelle qu'il en est une expression consciente. Lorsque cette compréhension s'installe, l'œuvre n'est plus un objectif. Elle devient une manière de vivre. Et l'homme, sans le savoir peut-être, devient lui-même un livre vivant que la nature écrit de l'intérieur. L'erreur de l'homme moderne. L'erreur fondamentale de l'homme moderne, telle que Paracelse l'aurait formulée s'il observait notre époque, ne réside pas dans un manque de connaissances, mais dans une rupture intérieure profonde, la séparation d'avec la nature. Cette fracture n'est pas seulement écologique ou sociale, elle est d'abord spirituelle et ontologique. L'homme ne se perçoit plus comme issu du vivant, mais comme un observateur extérieur, parfois comme un propriétaire, souvent comme un maître. En se plaçant hors de la nature, il a perdu la capacité de l'entendre, de la comprendre et surtout de se comprendre lui-même. Paracelse enseignait que l'homme est né de la même matrice que les plantes, les minéraux et les étoiles. Il partage avec eux une intelligence commune, une logique organique, une cohérence silencieuse. L'homme moderne, au contraire, s'est construit une identité artificielle fondée sur la domination, la mesure et l'exploitation. Il a remplacé l'écoute par l'analyse, la participation par le contrôle, la sagesse par l'accumulation d'informations. Cette mutation intérieure a produit un être techniquement puissant, mais intérieurement appauvri. La séparation d'avec la nature commence dans la pensée. L'homme moderne pense le monde comme un ensemble d'objets distincts, inertes, exploitables. Il ne voit plus des processus, mais des choses. Il ne perçoit plus des relations, mais des fonctions. Cette vision fragmentée détruit la compréhension globale du vivant. Là où Paracelse voyait des correspondances, l'homme moderne ne voit que des causalités mécaniques. Là où l'ancien percevait une intention, le moderne ne reconnaît qu'un hasard organisé. Cette rupture a également modifié la manière dont l'homme se perçoit lui-même. En se séparant de la nature, il s'est séparé de son propre corps, de ses instincts, de ses rythmes naturels. Le corps est devenu un outil à optimiser ou une machine à réparer, non un lieu de sagesse. Les émotions sont perçues comme des faiblesses à corriger. Le silence est redouté. Le repos est culpabilisé. L'homme moderne vit dans une tension permanente, déconnecté de ses cycles internes, cherchant à imposer un rythme artificiel à une nature qui ne le supporte pas. Le savoir sans sagesse est l'un des fruits les plus visibles de cette erreur. Jamais l'humanité n'a accumulé autant de données, de théories, de technologies. Et pourtant, jamais elle n'a semblé aussi désorientée.
Paracelse distinguait clairement la connaissance vivante issue de l'expérience et de l'observation humble, de la connaissance morte, purement conceptuelle. Le savoir moderne, lorsqu'il n'est pas relié à la sagesse, devient un facteur de déséquilibre. Il augmente le pouvoir d'agir sans augmenter la capacité de discerner. L'homme moderne sait comment extraire, transformer, modifier, accélérer. Mais il ne sait plus quand s'arrêter. Il ne sait plus reconnaître les limites naturelles. Il confond possibilité technique et légitimité. Ce qui peut être fait est automatiquement fait, sans questionner l'impact profond sur le vivant. Cette logique, appliquée à la nature, conduit à l'épuisement des ressources. Appliquée à l'homme, elle conduit à l'épuisement intérieur. Paracelse aurait vu dans cette situation une inversion des principes. La connaissance devrait servir la vie, non la contraindre. Elle devrait éclairer l'ordre naturel, non le remplacer. Le savoir sans sagesse agit comme un feu sans régulation, il brûle ce qu'il touche. Il donne l'illusion du progrès tout en creusant un vide intérieur croissant. Plus l'homme maîtrise le monde extérieur, plus il semble perdre la maîtrise de lui-même. La domination est l'autre grande illusion moderne. L'homme croit qu'en dominant la nature, il s'élève au-dessus d'elle. En réalité, il se coupe de la source même de sa stabilité. Paracelse enseignait que la nature ne peut être violée sans conséquence. Toute tentative de domination rompt un équilibre et engendre un retour, souvent sous forme de désordre, de maladie ou de crise. La nature n'est pas punitive, elle est régulatrice. Elle corrige ce qui s'écarte trop de ses lois. La domination détruit ce qu'elle prétend maîtriser parce qu'elle nie la réciprocité. Elle transforme la relation en exploitation unilatérale. Or, dans la vision paracelsienne, toute relation est circulaire. Ce que l'homme fait à la nature, il se le fait à lui-même. En polluant l'eau, il pollue son sang. En appauvrissant les sols, il appauvrit son corps. En détruisant les forêts, il détruit ses propres poumons symboliques. La séparation est une illusion, mais ses conséquences sont bien réelles. Cette logique de domination s'est également infiltrée dans la médecine, la science et la spiritualité. Le corps est combattu au lieu d'être compris. La maladie est éradiquée au lieu d'être interprétée. Les symptômes sont supprimés sans que la cause profonde soit interrogée. Paracelse voyait la maladie comme un message, une tentative de rééquilibrage. L'homme moderne y voit un dysfonctionnement à corriger rapidement pour retrouver la productivité. Cette approche renforce la rupture avec le vivant et empêche une guérison véritable. Retrouver l'humilité devant le vivant ne signifie pas rejeter la science ou les connaissances modernes. Il ne s'agit pas de revenir à un passé idéalisé, mais de réintégrer une attitude intérieure juste. L'humilité, chez Paracelse, n'est pas une posture morale, mais une intelligence de la place de l'homme dans l'ordre du monde. L'homme n'est ni insignifiant ni tout-puissant. Il est un intermédiaire, un microcosme, un point de rencontre entre les forces visibles et invisibles. Cette humilité commence par l'écoute. Écouter la nature extérieure, mais aussi la nature intérieure. Observer sans vouloir immédiatement contrôler. Accepter de ne pas tout comprendre. Reconnaître que certaines lois dépassent l'entendement intellectuel et ne se révèlent qu'à travers l'expérience vécue. Paracelse insistait sur l'importance de l'observation patiente. Celui qui regarde longtemps finit par voir ce qui était invisible au regard pressé. L'homme moderne a perdu cette patience. Il veut des résultats immédiats, des explications rapides, des solutions instantanées. Cette précipitation est incompatible avec les rythmes du vivant. La nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit. Cette phrase, souvent attribuée à tort à des sagesses orientales, aurait parfaitement convenu à la pensée paracelsienne. Le vivant agit selon une temporalité profonde.
que l'homme ne peut forcer sans se nuire. Retrouver l'humilité implique également de reconnaître les limites du mental analytique. Celui-ci est un outil précieux, mais insuffisant pour appréhender la totalité du réel. Paracels savait que certaines vérités ne peuvent être saisies que par analogie, intuition et correspondance. Le langage symbolique de la nature ne se laisse pas réduire à des équations. Il demande une intelligence sensible, une présence attentive, une ouverture intérieure. La crise moderne, qu'elle soit écologique, sanitaire ou spirituelle, peut être comprise comme un appel à cette réintégration. Ce que l'homme vit extérieurement reflète un déséquilibre intérieur. La perte de sens, l'anxiété diffuse, la fatigue chronique ne sont pas des accidents isolés. Ils sont les symptômes d'une rupture prolongée avec les lois naturelles. Paracels aurait vu dans ces signes non une fatalité, mais une invitation à un changement de regard. Ce changement ne passe pas par de grandes réformes spectaculaires, mais par une transformation progressive de la conscience individuelle. Chaque être humain qui retrouve une relation juste avec la nature rétablit un fragment de l'ordre global. Cette transformation commence par des gestes simples, ralentir, observer, respecter ses propres limites, honorer les cycles naturels, reconnaître la valeur du silence. Ce sont des actes modestes en apparence, mais puissants dans leurs effets. L'humilité devant le vivant redonne à l'homme une place juste. Il cesse de se battre contre le monde et commence à collaborer avec lui. Il découvre que la nature n'est pas un obstacle à son épanouissement, mais son alliée la plus profonde. Cette compréhension transforme la manière de vivre, de soigner, de travailler et de penser. Elle rétablit une cohérence intérieure qui se reflète naturellement à l'extérieur. Paracels n'aurait pas condamné l'homme moderne, mais il aurait mis en lumière son erreur centrale. Avoir cru qu'en se séparant de la nature, il deviendrait plus libre. En réalité, cette séparation l'a rendu dépendant de systèmes artificiels, de rythmes inhumains et de savoirs déconnectés de la vie. La véritable liberté, selon la sagesse paracelsienne, naît de l'accord avec les lois du vivant, non de leur transgression. Ainsi, l'erreur de l'homme moderne n'est pas irréversible. Elle peut être corrigée par un retour à l'écoute, à l'humilité et à la participation consciente. Le grand livre de la nature n'a jamais cessé d'être écrit. Ce n'est pas la nature qui s'est tue, c'est l'homme qui a cessé de lire. Retrouver cette capacité de lecture n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale. C'est à cette condition que l'homme pourra à nouveau habiter le monde sans le détruire, et se transformer sans se perdre. Observer SNS posséder, observer sans posséder, voilà le fondement d'une véritable relation avec la nature, telle que Paracels nous l'enseigne dans le grand livre de la nature. L'homme moderne a oublié cette règle élémentaire. Voir ne signifie pas posséder, et connaître ne signifie pas contrôler. Depuis des siècles, la pensée dominante a érigé la possession en mesure de valeur, transformant l'observation en exploitation et la curiosité en accumulation. Mais l'esprit attentif à la nature comprend que tout acte de domination modifie la substance même de ce qui est observé. L'observation consciente, au contraire, laisse la chose vivante intacte, respectée dans son essence et dans son mouvement propre. Il ne s'agit pas seulement d'un principe éthique ou moral, mais d'un principe ontologique. Le lien entre l'homme et la nature ne peut être durable que s'il est fondé sur le respect, la patience et la non-ingérence. L'homme doit apprendre à regarder sans juger, à contempler sans intervenir, à écouter sans interrompre. Chaque feuille, chaque pierre, chaque souffle du vent porte une information subtile que seul un observateur silencieux peut recevoir. L'observation devient alors un acte sacré, comparable à une prière silencieuse qui relie l'âme humaine à l'intelligence du vivant. Cette attention pure, libre de tout désir de possession, transforme la perception.
Ce que l'on voyait auparavant comme matière brute ou simple ressource apparaît soudain comme expression d'une logique profonde, comme manifestation d'une intention et d'une énergie ordonnée. Observer sans posséder, c'est reconnaître la vie dans ce qu'elle a de plus secret et de plus précieux. C'est entrer dans la danse subtile des correspondances invisibles qui lient chaque élément au tout. Paracels insiste sur le fait que l'homme ne doit jamais imposer sa volonté à la nature sous prétexte de connaissance. Trop souvent, la science moderne agit comme une force qui dissèque, qui isole, qui manipule, oubliant que l'acte même de comprendre peut détruire ce qu'il prétend connaître. L'attention respectueuse, en revanche, permet de percevoir la structure intérieure des choses sans en altérer l'équilibre. C'est une connaissance qui naît du respect, qui s'épanouit dans la patience et qui reconnaît que le vivant est toujours plus complexe que l'esprit humain. Cette observation attentive engendre un savoir qui ne se limite pas à l'extérieur, mais transforme celui qui observe, éveillant la sensibilité, l'intuition et la clarté intérieure. Observer sans posséder implique également de renoncer à l'appropriation symbolique. L'homme moderne croit que comprendre, nommer, classer ou analyser donne le pouvoir sur ce qui est étudié. Paracels montre que cette illusion conduit souvent à l'erreur et à l'épuisement. Plus on tente de contrôler, plus on perd l'essence même de ce que l'on cherche à connaître. L'observation véritable, libre de toute ambition de possession, ouvre la porte à des compréhensions plus fines, à des visions plus subtiles et à des connexions qui dépassent la logique rationnelle. C'est un processus où le savoir naît de la présence et non de l'action, où l'intelligence émerge de la contemplation et non de la manipulation. L'homme est invité à devenir témoin plutôt que maître. Le rôle de l'observateur est de voir, de sentir et de recevoir. Dans ce rôle, le temps lui-même change. Il ne s'agit plus d'un enchaînement d'événements à dominer, mais d'une durée fluide, rythmée par le vivant, où chaque instant est porteur d'enseignement. Observer sans posséder transforme l'espace et le temps, enseignant à l'homme l'humilité et la patience. La nature n'est plus un objet, mais une école vivante, un maître silencieux, une source d'inspiration qui demande seulement d'être vue et respectée. Cette posture révèle également une dimension éthique profonde. En regardant sans posséder, l'homme cesse de nourrir l'avidité et l'égoïsme qui détruisent le monde. Il apprend la modération et la mesure. La connaissance qui naît de cette attention est durable, car elle ne repose pas sur la force, la coercition ou la conquête, mais sur la sensibilité, la lucidité et le respect de l'ordre naturel. Chaque observation devient un acte d'alignement avec le flux vital, une manière de s'intégrer au système plus vaste plutôt que de tenter de le dominer. L'observation sans possession transforme également la relation intérieure de l'homme avec lui-même. La capacité à voir la vie telle qu'elle est, sans vouloir la changer immédiatement ou l'utiliser pour satisfaire un désir, développe la patience, la clarté et la sérénité. Le regard devient un miroir pour l'esprit, reflétant ses propres structures et révélant ses propres zones de turbulence. Observer en ce sens n'est pas seulement une technique d'étude, mais une pratique spirituelle, un moyen de purification et de maturation intérieure. Enfin, Paracels nous rappelle que l'acte d'observer sans posséder est la clé pour accéder à la véritable alchimie du vivant. La connaissance qui en découle n'est pas abstraite, mais vivante. Elle transforme l'homme et la nature simultanément, révélant les correspondances, les harmonies et les dynamiques invisibles qui structurent le monde. Observer sans posséder, c'est donc retrouver la position d'un être en harmonie avec le cosmos, attentif, respectueux et profondément connecté à la vie dans toute sa complexité et sa beauté. C'est un apprentissage lent, exigeant patience et constance, mais qui ouvre la voie à la véritable sagesse. Le sage comme lecteur du monde. Le sage, selon Paracels,
n'est pas celui qui accumule des connaissances pour les exposer ou les utiliser comme pouvoir, mais celui qui lit le monde comme un livre vivant, avec patience, attention et respect. Il parle peu, non par timidité ou retrait, mais parce qu'il sait que le silence révèle davantage que la parole. Chaque geste de la nature, chaque souffle de vent, chaque mouvement des astres est pour lui une leçon subtile, une information précieuse qui ne se laisse saisir que par l'observation attentive et la présence intérieure. La lenteur n'est pas une contrainte, mais une vertu naturelle. Elle permet aux sages d'accueillir les détails, de ressentir les rythmes, de percevoir les correspondances invisibles qui échappent à l'esprit pressé. Marcher avec la nature, et non contre elle, est l'une des marques distinctives du sage. Là où l'homme ordinaire tente de dominer, de contrôler ou de changer ce qui l'entoure, le sage avance en harmonie avec le flux vital. Il ne s'oppose pas à ce qui est, mais adapte son mouvement à l'ordre subtil qui régit le monde. Cette posture demande patience, observation constante et humilité. Le sage sait que toute précipitation perturbe la subtilité des relations entre les éléments, et que la véritable puissance naît de l'alignement plutôt que de la force. Comprendre la lenteur et la patience, c'est comprendre que le temps de la nature ne se plie pas aux exigences humaines et que toute précipitation entraîne désordre et échec. Vivre aligné avec les lois invisibles signifie percevoir et respecter l'intelligence du vivant dans chaque acte quotidien. Les lois de la nature ne sont pas seulement physiques ou chimiques, elles sont aussi éthiques et spirituelles. Le sage ressent ces lois à travers l'intuition et la pratique de l'attention consciente. Chaque interaction avec le monde, chaque décision, chaque mouvement est guidé par cette lecture fine et constante de ce qui est, sans forcer, sans anticiper, mais en laissant la connaissance émerger de l'expérience directe. Le silence qui accompagne cette posture n'est jamais vide. Il est rempli de perception, de compréhension et d'écoute. C'est dans ce silence que le sage capte les rythmes subtils du monde et découvre les enseignements que les mots ne peuvent transmettre. Cette écoute attentive nourrit la sagesse, développe la clairvoyance et permet au sage de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, ce qui conduit à l'harmonie de ce qui perturbe l'esprit humain. Le sage lit aussi le temps. Il sait discerner les cycles, les saisons, les moments propices à l'action et ceux qui exigent la patience. Il comprend que toute transformation profonde se déroule selon un rythme naturel et que tenter de précipiter les processus de la vie conduit à la rupture et à la perte d'équilibre. Sa lecture du monde inclut donc la dimension temporelle et il ajuste son comportement en fonction des flux et reflux de l'existence. Être un lecteur du monde implique également de comprendre les relations entre les parties et le tout. Le sage voit que chaque élément est lié à un autre, que chaque action a des répercussions au-delà de l'évidence immédiate. Cette vision holistique le rend prudent, respectueux et attentif. Il agit avec conscience, sachant que son comportement influe sur l'ensemble. Cette attitude transforme chaque moment en occasion de connexion profonde avec le vivant, de reconnaissance de la cohérence et de la sagesse inscrite dans le monde. Enfin, le sage ne cherche pas la gloire, la reconnaissance ou le pouvoir. Il agit en harmonie avec les lois invisibles, avec la certitude que l'ordre naturel guide la manifestation de la vie et que l'intervention humaine doit toujours s'inscrire dans le respect de cet ordre. La vraie autorité du sage vient de sa capacité à comprendre et à se fondre dans le flux vital, à être un témoin actif mais discret de la sagesse du monde. Ainsi, le sage devient le lecteur du monde, celui qui voit sans imposer, qui avance sans précipitation, qui comprend sans interrompre et qui vit en alignement profond avec la nature. Cette lecture attentive transforme non seulement sa perception, mais également son existence.
révélant la profondeur et la cohérence cachées derrière la surface apparente des choses. L'homme qui apprend à lire le monde devient un axe stable, une présence consciente capable de dialoguer avec le vivant dans toute sa complexité et sa beauté. Réapprendre à lire le grand livre. Réapprendre à lire le grand livre exige d'abord de purifier le regard. Trop souvent, l'homme approche la nature avec des filtres d'arrogance, de préjugés et de savoir accumulés. Il croit comprendre ce qu'il observe. Mais cette compréhension est limitée par l'habitude de juger, de comparer et d'anticiper selon ses schémas mentaux. Paracels invite à effacer ses voiles intérieurs, à nettoyer le regard avant même de chercher à interpréter les signes du monde. C'est un retour à la simplicité, à l'émerveillement, à l'attention pure. Observer sans projet, sans attachement, sans volonté de posséder, permet au langage de la nature de se révéler. L'homme doit d'abord se défaire des idées préconçues qui transforment chaque feuille, chaque pierre ou chaque souffle en objet, pour redevenir un lecteur attentif, capable de percevoir le sens véritable. Sortir de l'arrogance intellectuelle est l'étape suivante. La connaissance superficielle confère un sentiment de supériorité, et ce voile mental empêche d'entendre les leçons du vivant. La nature ne se laisse pas contraindre, elle ne se soumet pas à la logique humaine, elle enseigne par observation, patience et expérience directe. L'homme qui croit tout savoir ou qui impose des cadres rigides se prive de la compréhension authentique. La véritable lecture du monde demande humilité. Reconnaître que ce qui semble petit, insignifiant ou chaotique est en réalité porteur de signification et d'enseignement. Ce processus implique d'accepter que chaque élément a sa place, son rythme et son rôle dans le grand tout, et que le regard humain doit s'aligner avec cette intelligence silencieuse. La simplicité devient alors la clé d'accès. Paracels insiste sur le fait que la complexité apparente de la vie n'est qu'un voile qui recouvre l'ordre naturel. La nature n'est pas obscure pour qui sait regarder avec clarté et patience. Réapprendre à lire le grand livre demande de revenir aux bases, percevoir les formes, les couleurs, les cycles, les mouvements, sans surcharger l'esprit de concepts superflus. La simplicité n'est pas naïveté, mais discipline de l'attention et ouverture à la subtilité du vivant. Chaque geste naturel, chaque événement, chaque changement révèle son enseignement à ceux qui savent accueillir sans interprétation immédiate. Quand la nature redevient enseignante, l'homme retrouve sa place dans le tissu vivant. Il cesse de se voir comme maître et commence à comprendre qu'il fait partie intégrante du grand livre. Chaque respiration, chaque variation du temps, chaque interaction devient une leçon et la lecture devient pratique quotidienne. Cette rééducation de la perception permet de reconnecter le corps, l'esprit et l'âme avec la sagesse du monde. Le savoir cesse d'être abstrait pour devenir expérience, transformation intérieure et conscience accrue. La nature parle avec une précision silencieuse. Ceux qui écoutent sans juger, qui observent sans conquérir, découvrent la profondeur de sa logique et la beauté de son ordre subtil. Réapprendre à lire le grand livre est un chemin de patience, de discipline et d'humilité. C'est un retour aux principes fondamentaux de la vie. La nature est cohérente. Chaque phénomène a une cause. Chaque mouvement est signifiant. Le lecteur attentif ne se contente pas de regarder. Il perçoit, intègre et laisse les enseignements façonner son être. Ce n'est pas une accumulation de savoir, mais une transformation de la conscience qui rend possible la véritable compréhension. Ainsi, l'homme retrouve la capacité de dialoguer avec le vivant. Il lit les cycles, reconnaît les correspondances, perçoit les liens invisibles entre les parties et le tout. Chaque expérience devient matière première pour l'apprentissage, chaque erreur un signe à interpréter. La lecture du grand livre n'est jamais achevée, elle se renouvelle à chaque instant, offrant à celui qui sait écouter la profondeur et la cohérence de la vie,
invitant à une présence consciente et à une sagesse incarnée. L'homme qui réapprend à lire cesse de courir après des réponses toutes faites et entre dans la danse vivante de la nature, où le monde devient à la fois enseignant et miroir de l'âme. Redevenir enfant de la nature. Redevenir enfant de la nature signifie retrouver cette ouverture première, cette capacité à être attentif sans juger, à recevoir sans posséder. La nature ne demande rien et pourtant elle offre tout. La vie, le mouvement, les leçons silencieuses, la sagesse implicite qui se cache dans chaque feuille, chaque souffle, chaque cycle. L'homme moderne, souvent pris dans ses ambitions, ses plans et ses constructions intellectuelles, a perdu cette capacité de recevoir simplement. Paracels nous rappelle que rien ne peut être arraché à la nature par la force ou la volonté. Tout se révèle à celui qui sait observer, écouter et ressentir avec l'attention pure. Se réconcilier avec le monde vivant transforme l'homme. Cette réconciliation n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu qui fait naître clarté et stabilité intérieure. L'homme réconcilié devient vivant dans un sens profond. Il ne se laisse plus emporter par l'agitation des choses superficielles. Il ne cherche plus à imposer sa volonté au détriment de l'ordre naturel. Sa présence devient alignée avec le rythme de la vie, sa conscience accordée à la symphonie invisible qui traverse toute chose. Ainsi, la sagesse de la nature se manifeste dans la simplicité du quotidien, respirer, marcher, observer, écouter, sentir. Il n'y a rien à conquérir, rien à posséder, rien à contrôler, seulement à accueillir. Cette humilité active est ce qui permet de réellement lire le monde. L'homme qui accepte de se placer dans une posture de réceptivité cesse d'être étranger à ce qu'il observe. Chaque élément, qu'il soit grand ou petit, devient enseignant et chaque interaction un miroir de sa propre conscience. La nature, avec son rythme patient et sa cohérence silencieuse, devient ainsi un guide, une référence, une voie vers la compréhension profonde de soi et du monde. L'invitation finale est simple mais puissante. Redevenir enfant de la nature, revenir à l'émerveillement, à la curiosité, à l'attention pure. Lire le monde avec un esprit humble et éveillé, sans précipitation, sans attente, sans préjugés. Reconnaître la vie comme un flux continu et s'y immerger avec respect, patience et présence. Cette approche transforme non seulement la perception, mais l'être tout entier, éveillant la sensibilité, l'intuition et la capacité de comprendre les lois invisibles qui régissent le vivant. Ainsi, l'homme redécouvre la profondeur du réel. Chaque souffle, chaque brise, chaque vibration de la vie devient enseignement et résonance intérieure. Redevenir enfant de la nature, c'est accepter que le vrai savoir n'est pas dans l'accumulation, mais dans la présence, dans la capacité à observer et à recevoir. Paracels nous montre que la vraie maîtrise n'est pas de changer la nature, mais de devenir accordé à elle, de vivre en harmonie avec ses rythmes et d'éveiller en soi une conscience claire, stable et vivante. La nature devient alors le miroir de l'âme et le chemin de la sagesse.